Moi, j'étais un enfant très, très bavard, très incontrôlable, plutôt dissipé en classe, bon élève, qui adorait attirer l'attention à moi, et très sociable également. J'organisais des jeux à la récréation pour à peu près toute la cour. Je décernais des diplômes à l'âge de 7-8 ans. Après, à l'âge de 14 ans, j'écrivais plutôt des livres dont vous êtes le héros, que je dessinais moi-même. J'avais pas mal d'amis, même si en étant le premier de classe, j'avais forcément toujours une catégorie de la classe qui m'aimait guère, qui était plutôt ceux qui avaient doublé, redoublé et re-redoublé, voilà, qui étaient plus âgés et qui évidemment me prenaient pour un bébé. Voilà. Oui, mon premier souvenir, c'est le premier jour de maternelle, puisque mon père m'avait amené en me disant qu'il fallait surtout que je ne pleure pas, parce que je reviendrai le soir. Et donc, je me souviens d'avoir traversé la cour, on est arrivé dans la partie qui était réservée aux maternelles. Mes parents m'ont laissé là, et donc j'étais stoïque, il fallait pas pleurer. Et là, je vois un petit garçon à 2 mètres qui pleure. Et donc, gentiment, je vais le voir en lui disant, mais il faut pas pleurer parce que ce soir, nos parents reviennent. Et c'est comme ça que je me suis fait mon premier ami, il s'appelait Fabien. Et donc, j'en ai un souvenir évidemment très, très marquant de mon premier jour de maternelle, qui a du coup débuté sur ma première expérience sociable. Mon plus beau souvenir, bon, j'en ai tellement. J'en ai tellement. Je me souviens d'être allé inaugurer le parc Disney, donc qui s'appelait avant Euro Disney en 92 ou 93 avec ma mère. C'était le voyage parce qu'on prenait à l'époque, c'était pas des TGV, donc on prenait le train qui mettait plusieurs heures à monter à Paris. Et puis parce que c'était totalement féerique Disney. Après, évidemment, des souvenirs, on en a plein parce que moi j'ai plutôt passé une enfance très agréable. J'étais très heureux avec mes parents. J'étais fils unique. Donc, comme ça, j'ai pas de. Non, j'ai pas, sinon, à part un souvenir particulièrement éclatant, on a forcément des moments forts, hein. Bon, ça va du jour où on réussit le bac, en passant par le jour aussi, le jour où j'ai été. Parce qu'on avait une espèce de classement à l'école qui était les meilleures moyennes de l'école, toutes classes confondues. Et un jour, je suis devenu premier dans ce classement. Et alors là, mon père a été fou de joie, donc j'ai eu droit à. J'ai vu arriver une profusion de cadeaux, alors que je jouais pas au football. J'ai eu droit à la tenue de l'OM, une raquette de tennis. Et je me dis, il a complètement pété un câble parce que je jouais. Enfin, je n'appréciais pas particulièrement le tennis, mais il savait pas comment montrer qu'il était fier. Moi, j'avais pas trop de. 7-8 ans, j'avais pas de choix particulier. C'est plus tard, à l'adolescence, à un moment donné, il fallait bien se déclarer, donc c'était plutôt notaire, etc. En revanche, je me rappelle que un jour, je me suis demandé comment j'ai atterri en politique et d'où vient l'intérêt de la politique. Et en fait, ça vient du même bonhomme, de la même maternelle. C'est-à-dire que quelques mois après la rencontre, première journée de maternelle, c'était donc devenu mon meilleur ami. Et comme tous les enfants, on se dispute. Moi, je suis le roi de la Terre, moi, je suis le roi de l'univers, moi, je suis le roi du cosmos. Et là, pour me clore définitivement le bec, il me dit, et moi, mon père, il a serré la main du président de la République. Et là, j'ai dit, c'est quoi le président de la République? Il dit François Mitterrand. Donc évidemment là, 5 ans, 4 ans, pas grand-chose à dire. Donc le soir, je me souviens d'avoir demandé à mon père, dis papa, est-ce que toi aussi tu connais le président de la République? Et là, j'ai eu droit à certainement pas. Bon, et du coup, je sais que même si pendant longtemps la politique m'a pas du tout attiré particulièrement, mais je me souviens d'avoir découvert qu'il existait quelque chose qui était mieux que d'être le roi du cosmos, le roi de l'univers, c'était de serrer la main au président de la République. Et ça me fait penser d'ailleurs, j'ai un souvenir, parce que au moment où je parle, mon cerveau se remet. Il y a un souvenir qui m'a marqué particulier, c'est qu'en 1989, il y a eu un grand concours, j'étais marseillais, et c'était les 50 ans des marins-pompiers de Marseille. Et donc il y a un grand concours qui est organisé dans les écoles pour faire un concours de dessin et un concours de dissertation. Et donc je fais un dessin, et ma prof de l'époque, mon institutrice de l'époque me pousse
en disant, on me fait refaire, etc. Bon. Et puis, j'apprends que je suis sélectionné dans les dessinateurs. Donc voilà, et donc ma mère m'amène au centre bourse, et je regarde les dessins, et puis je ne vois pas le mien, donc je dis, écoute, on s'est trompé, j'ai pas gagné. Elle me dit, si, si, regarde, regarde. Je regarde, et en fait, j'avais pas vu. C'était le dessin tout en haut, parce que j'avais gagné le premier prix. Et ça, alors là, quand on a 9 ans, faire une semaine après avec les marins-pompiers de Marseille, j'ai fait toutes les casernes, le grand gala, j'avais vraiment l'impression, à mon âge, d'avoir gagné au loto. Voilà. J'étais très proche de ma mère, parce que je lui ressemble pas mal en caractère, et parce que en fait mon père avait des horaires plus lourds qu'elle, donc c'est elle qui venait me chercher à la maison, enfin qui est à l'école, c'est elle qui me faisait faire les devoirs. Mon père, je le voyais plus, je dirais, après 8 heures, donc évidemment quand on est jeune, on le voit peu. Puis c'est plutôt un taiseux, donc je l'ai découvert plus tardivement, je dirais. Mais j'avais d'excellentes relations, on était vraiment un noyau très solide. Ma mère m'a enseigné l'honnêteté, parce qu'elle était très honnête, donc elle l'est toujours d'ailleurs, donc pas mentir. En plus, j'ai été élevé dans la foi catholique, donc il y a des valeurs qui se superposent. Mon père m'a enseigné, ouais, il a tenté de m'enseigner la discrétion, la retenue, ce qui n'est pas forcément de caractère ma qualité principale, mais on va dire que c'est plutôt ça. Ben, dans les moments plus forts, il y a eu un moment un peu dur parce que mon père a eu un cancer mais j'étais plus âgé, j'avais déjà 20, 21, donc j'avais déjà quitté le noyau familial. Donc ça a été quand même, je vais dire, même si, bon, vous savez, hein, même à 21 ans, on a beau être majeur, on n'est pas parti depuis longtemps, donc ça m'avait marqué parce que voilà, c'était un événement tragique qui était venu perturber, donc à un moment donné, on a craint qu'il perde la vie. Et puis, un moment fort à trois. En fait, c'est un continuum, c'est-à-dire qu'une enfance où justement vous n'avez pas de problème et moi j'ai pas vécu de jours sombres au plan familial. Donc du coup, le bonheur, vous savez, tu sais, c'est le bonheur, tu ne sais jamais quand il est là, c'est quand tu ne l'as plus que tu t'aperçois que c'était le bonheur. Et donc moi j'ai vécu 18 ans de bonheur, voilà, et je suis parti d'ailleurs très tôt de chez moi, un peu malgré moi, sans comprendre que ça a fermé un chapitre de ma vie. Mais c'était pas du tout. Il y a des gens qui voulaient partir de chez eux. Moi, c'était pas du tout, du tout, du tout mon désir. Et j'ai vécu 18 ans à Marseille, puisqu'en fait, je fais partie d'une famille hybride. Côté maternel, ce sont des Marseillais. Côté paternel, ce sont des Vauclusiens. Donc d'un côté des Vauclusiens de Sceaux, Carpentras, Pertuis, de l'autre côté des Marseillais. Ils se sont rencontrés au bal du Berlingot à Carpentras. Donc du coup, finalement, en revenant député de cette ville, j'y ai rendu un petit peu de ce que j'avais et de ce dont j'avais hérité. Car Marseille, c'est une ville qu'on aime ou on déteste. C'est une ville avec une identité, avec cette espèce de melting pot, à la fois un bordel organisé, et puis en même temps des esprits de village. Une nature quand même qui est très ouverte, le Marseillais. En fait, l'une des richesses de Marseille, ce sont les Marseillais qui sont blagueurs, volontiers de bonne humeur, volontiers ouverts, très joviaux, très sociables, très aussi mélodramatiques, ou en tout cas tout en expression orale, avec aussi parfois d'ailleurs les désagréments que ça peut poser. Hein. Voilà, c'était quand j'avais 10 ans dans la cour de récréation, on avait des Corses, enfin, ça pouvait être assez complexe. Mais Marseille, c'est une ville qui pour moi est à la fois bleue et blanche et nichée face à la mer. C'est déjà un bout d'Afrique. Et en plus, venant moi d'une famille une partie de la famille est partie dans les colonies, donc c'était Marseillais parce qu'ils étaient allés dans les colonies, ils avaient atterri là au retour. Et en même temps, il y a le côté sombre de Marseille, c'est une ville sale, en tout cas qui donne l'impression d'être sale malgré tous les efforts qu'on fait, parce que si les gens sont pas très, je dirais pas très organisés, pas très ordonnés. Et puis c'est une ville de bouchons, d'embouteillages, alors ça s'est un peu amélioré. Voilà. Puis il y a eu des gros efforts qui ont été faits sur le bord de mer, qui n'était pas le mien quand j'étais plus jeune.
Sceaux, c'est magnifique. En fait, à l'époque, parce que mon père donc a grandi à Sceaux, et puis donc il est parti sur Marseille, on n'avait plus rien à Sceaux, mais j'avais toujours ma grand-mère à Carpentras qui vivait dans des HLM près de la gare à SNCF. Donc on allait la voir quasiment tous les mois. Et la première femme de mon grand-père qui vivait à Villelor. Donc généralement on faisait la journée, on montait, c'était pas les meilleurs moments parce que quand on a 6 7 ans, faire tous les jours, tous les mois les mêmes choses, c'est pas forcément très drôle, mais on commençait par Carpentras, on faisait le déjeuner, et ensuite on allait passer le 16 h, le 18 h, voire le 20 h à Villelor. Et on rentrait tard le soir. Et puis, à partir de 7 8 ans, ma grand-mère a commencé à louer une maison à Sceaux au mois d'août. Et donc, je partais un mois. C'est comme ça que je suis tombé amoureux de la lavande, de cette fête, voilà. Et puis Alors, à l'époque, j'aimais pas trop la ruralité quand on est. Enfin, au début, j'aimais beaucoup. Et puis, à l'adolescence, c'était plus difficile parce que j'avais pas forcément des amis là-bas. Puis c'était bon. Faut dire que quand vous n'avez pas de mobilette, Sceaux à 17 ans, c'est pas forcément le plus rigolo, hein. Mais en tout cas, ça a évidemment beaucoup joué, parce qu'après, quand je suis revenu des années plus tard pour mon mandat, ben, c'est à Sceaux que je me suis installé. Alors après, ben, comme mon père, j'ai épousé une Marseillaise, donc il a fallu trouver un compromis, donc je ne vis pas à Marseille aujourd'hui, mais je me suis rapproché en réalité de la frontière des Bouches-du-Rhône, toujours, tout en restant en Vaucluse, puisqu'en étant élu du Vaucluse, je ne veux pas quitter le département. Quand j'étais en campagne en 2011, je rigolais, 2012, je rigolais en disant que Sceaux c'était Winterfell dans, dans Game of Thrones, c'est-à-dire cette espèce de province nordique près du Grand Mur. Il y a un côté en fait romantique d'abord, parce que vous êtes face au Mont Ventoux, qui est lui-même une montagne très, très bizarre en réalité quand on y pense. Moi je l'ai toujours assimilé à Charles de Gaulle, mais alors j'ai mis du temps à comprendre pourquoi j'ai assimilé, mais parce que j'avais l'impression qu'il y avait une espèce de sommet majestueux et chauve, et ça me faisait penser on l'appelle le Mont Chauve d'ailleurs, donc ça me faisait penser à De Gaulle. Puis c'était aussi d'ailleurs le maquis Ventoux, dont mon grand-père était dans la résistance vauclusienne, et le symbole du maquis Ventoux, c'était le Mont Ventoux surmonté d'une croix de Lorraine. Donc j'ai pas tout inventé non plus. Mais c'est vrai que le plateau de Sceaux, d'abord, c'est l'endroit du département qui a été le moins frappé par la spéculation, le plus, je dirais, préservé par rapport, si on veut découvrir à quoi ressemblait le Vaucluse il y a 40 ans, c'est peut-être sur ce plateau on va trouver effectivement quelque chose qui n'est pas trop dénaturé. C'est évidemment beaucoup moins riche que le Luberon, mais aussi finalement beaucoup plus fidèle à ce que le Vaucluse était. Avec les bons côtés et les mauvais côtés, parce que c'est encore un territoire, comme d'ailleurs ça pouvait l'être avant à Carpentras, où on se définit par rapport à la généalogie. On est d'une famille, on sait que le père a épousé un tel, la cousine a épousé un tel, donc tout le monde est plus ou moins cousin à 4 ou 5 degrés. Donc on n'aime pas trop les étrangers, les gens qui sont de l'extérieur. Et puis le plateau est en lui-même une enceinte naturelle. Quand on regarde, puisqu'il y a quelques voies d'accès, hein, on coupe deux voies d'accès, d'ailleurs c'est pour ça que la résistance en avait fait son socle. Et puis quand on regarde l'histoire, on s'aperçoit que c'était une province indépendante, c'était le comté d'Agoult. Et donc la frontière entre le comtat vénessin et le comté d'Agoult se trouvait au col des Abeilles. Et ils avaient d'ailleurs, pour la petite histoire, une exemption fiscale qu'ils avaient eux-mêmes fabriquée en fabriquant des faux. C'est-à-dire qu'ils avaient obtenu de leur suzerain une exemption fiscale, qui était en fait un faux. Puis en fait, il avait fait reconnaître au niveau au-dessus, de génération en génération, et c'était un jour monté jusqu'au roi de France, qui du coup avait, je dirais, reconduit cette exemption fiscale. Et malheureusement, ils ont voulu absolument la supprimer en 1791 en demandant le rattachement au comtat vénessin et à la France. Et c'est un certain Pierre Aubert qui a fait la révolution à Sceaux. Voilà. Moralité, non, ça, je pense pas qu'il y ait de lien généalogique. Mais tout ça pour dire qu'il y avait une spécificité particulière. Et puis c'est une terre de montagne. On est déjà, quand on arrive à Sceaux, on est déjà comme à Apt, dans quelque chose qui fleure plus les Alpes de Haute-Provence que le Vaucluse. Alors, il se trouve que j'étais plutôt bon à l'école, donc du coup, j'ai évidemment. Les matières, je savais les matières que je n'aimais pas, c'était les matières où j'étais pas fort. Dans les matières que j'aimais bien, moi j'adorais l'histoire. Oui, je pense que c'était l'histoire parce que ça avait une consistance. Je détestais la géographie en revanche. Oui, parce que ça ne me parlait pas en réalité. Tant que je ne suis pas allé dans un endroit, j'arrive pas à retenir la géographie. En revanche, une fois que je suis dans un endroit, je comprends parfaitement. Voilà, mais sinon, j'étais si fan de biologie. D'ailleurs, j'ai failli me spécialiser en biologie au bac.
Finalement, à la dernière minute, j'ai préféré les mathématiques et j'ai bien fait vu les résultats. Et voilà, c'était peut-être mes deux matières favorites. Parce que j'étais en premier, parce que alors j'adorais l'histoire, mais je trouve que j'étais un bon élève au plan matheux. Donc j'ai fait à l'époque ce qu'on appelait une scientifique option maths, donc avec 9 de coefficients en maths. Et j'étais en fait d'abord j'étais premier de classe, mais j'étais bon à la fois en français. J'étais un scientifique à tendance littéraire ou un littéraire à tendance scientifique. Voilà. Et donc je pense que j'étais trop inattentif pour être. J'étais pas assez rigoureux scientifiquement. C'est-à-dire que ça me gonflait de relire. Donc au moment où j'ai rendu ma copie du bac, je me rappelle, je rends ma copie en mathématiques. Le type regarde et me dit: Vous avez vérifié la dernière question? Je lui dis: Bah non. Il me dit: Ah, vous auriez dû. Et après, j'ai su d'où venait ma note. Mais sinon, voilà. Euh, Mais bon, voilà, après, il n'y avait pas option histoire. Et puis, j'avais un prof qui était excellent. En fait, je crois que l'école, ce qui joue, c'est le prof. Moi, je me souviens moins des matières que des professeurs. Monsieur Giraud en histoire. Je me souviens encore de phrases qu'il prononçait. Et en plus, il avait une érudition incroyable. Ce qui fait que les cours d'histoire que j'ai eus en première terminale, je m'en suis servi pendant toute ma scolarité après, même à l'ENA. Et j'avais même des profs qui avaient corrigé mes copies, qui m'avaient dit: Mais vous avez un niveau en histoire, parce qu'il était vraiment très bon. Et puis en français, j'avais une dame qui s'appelait Madame Dame, et que j'adorais en fait. Donc je crois que ça joue beaucoup sur la. Plus que la matière, ça joue aussi beaucoup sur l'intérêt qu'on peut avoir. C'était connu pour être le lycée des cancres de la bonne bourgeoisie. Moi, j'étais un peu un drôle de canard là-dedans, mais je voulais pas me retrouver avec ceux dont j'avais souffert pendant quelques années. Et puis, j'avais pas forcément envie d'être médecin, c'était pas mon truc. Quand on est matheux, on va généralement en médecine. Voilà. Puis un jour, j'ai eu deux amis un peu plus âgés que moi qui sont partis à Toulouse pour faire une prépa HEC. Et du coup, j'ai admis l'idée, qui n'était pas évidente à l'époque, qu'on pouvait partir de sa ville pour faire des études. Ce qui n'était pas du tout. Enfin, la logique, je dirais, des sudistes, c'est de dire: je vais à Aix. Quand on est à Marseille, on va faire ses études à Aix. C'était pas l'idée, encore moins à l'étranger. Voilà. Et donc, j'ai demandé à mon directeur d'école, parce que c'était le plus sachant à l'époque, l'abbé Mélisant, un prêtre qui avait beaucoup d'humour, et qui m'a dit: Mais toi, avec ton profil de généraliste, il faut que tu fasses Sciences Po. Je ne savais pas ce que c'était. Et donc, j'ai déposé un dossier de prépa Sciences Po. Et puis, comme mes amis avaient fait, ceux un peu plus âgés, les avaient fait HEC, bah, j'ai déposé des dossiers en prépa HEC. Et puis j'ai dit: on verra bien. Et donc sur dossier, j'étais pris à Ginette. C'est une préparation qui se trouve à Versailles, donc, et au lycée Hoche. Donc je suis allé voir Versailles. J'y suis resté 3 heures. J'ai dit à mes parents: je ne resterai pas là, sinon je vais me suicider. Donc voilà. Donc j'ai dit: pourvu que j'ai Sciences Po. Je suis allé faire une prépa Sciences Po d'été. Et en cours de la prépa, j'ai quand même appris que j'avais été pris sur dossier. Et donc là, j'ai poussé un grand ouf de soulagement. Et j'ai choisi Sciences Po sans hésiter. Alors, quand j'étais rédacteur en chef du journal que j'avais créé en première terminale, et je m'intéressais beaucoup à l'actualité politique. Mais il me semblait que la politique, c'était un monde fermé. En fait, quand on est collégien ou lycéen, on ne comprend pas bien les enchaînements de carrière. Donc, déjà, on a un nombre de métiers qu'on connaît qui est assez réduit. Notaire, médecin, avocat, ça on voit. Il y a plein de métiers qu'on ignore. Et donc ceux-là, on voit à peu près comment on y arrive. Puis il y a tous les autres qu'on ne connaît pas, on ne sait pas comment. Il y a plein d'écoles, moi je ne savais pas ce que c'était l'ENA. J'ai appris ce qu'était l'ENA à Sciences Po. Donc je m'y intéressais et en même temps je n'avais pas la moindre idée et ni la moindre volonté d'ailleurs de savoir comment on y arrive. Parce que pour moi, de toute façon, venant de ma province, je m'étais pas projeté, moi je m'étais projeté en disant: je vais faire comme mon père ou ma mère, quoi. D'ailleurs, à un moment donné, je me suis dit: tiens, pourquoi pas pharmacien? Parce qu'on fait comme ses parents. Donc je suis arrivé, voilà. Donc en prépa Sciences Po, en revanche, enfin quand je suis arrivé à Sciences Po, là c'était beaucoup plus politisé. Et là on comprend les circuits qui permettent, mais j'avais toujours pas d'idée de ce que je voulais faire. Non, c'est plus complexe que ça. C'est en fait, à la base, c'est comme la vocation religieuse. Tu l'as ou tu l'as pas. Moi je pense que j'ai toujours eu, déjà de base. Et donc simplement, je la combattais en étant rationnel et en disant: de toute façon, c'est pas pour moi. Vraiment, hein. Et par contre, j'ai mené des études
où je ne fermais pas de porte. Sciences Po, c'était généraliste. Après, je suis parti aux États-Unis. Après, je suis revenu faire l'ENA. Et l'ENA, pour moi, je me dis, bon, mais j'irai dans l'État. L'État, il y a plein de choses à faire. Je ne savais pas, en rentrant à l'ENA, ce que je voulais faire. Et à la sortie d'ENA, j'ai choisi le métier le plus généraliste. D'ailleurs, je n'ai fait. Ma première expérience politique, c'est en 1999, pardon, 98. Ça, je prends ma carte au RPR le 13 mai 98. Et je me souviens de la date parce que c'était pour les 40 ans de l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle. Et je fais un stage pour un parlementaire. Mais déjà, moi, faire un stage pour un député, à l'époque, c'était Thierry Mariani. Mais c'était, enfin, je veux dire, quelque chose de... C'est comme le loto, quoi. Enfin, vraiment, je disais, il m'a choisi moi. Enfin, j'étais le premier surpris. J'ai toujours, en fait, été le premier surpris en me disant, mais en réalité, voilà, j'ai déjà atteint ça, c'est déjà très bien. Vous savez, comme le type qui va au casino, qui dit, bon, bah, j'ai gagné 100 euros, mais il n'imagine pas qu'il puisse gagner 1000, vous voyez. Puis il dit 1000, ah bah tiens, j'ai gagné 1000 euros, non, mais ça va s'arrêter là. Et donc voilà, donc j'ai préparé Sciences Po en me disant, je rentrerai pas. Je suis rentré à Sciences Po en me disant, j'arriverai pas à sortir. J'ai préparé l'ENA en me disant, je l'aurai pas. J'étais à l'ENA en me disant, je vais peut-être avoir du mal à en sortir. Voilà, et ainsi de suite. La seule fois vraiment où j'ai basculé en politique, c'est le jour où, après une carrière administrative, j'ai donné ma démission de là où j'étais, parce que j'étais en désaccord, à l'Élysée, et où je me suis retrouvé sans rien, et où mon meilleur ami m'a dit, bah tiens, pourquoi tu ne ferais pas de la politique? Ça fait longtemps que... Et il y a une circonscription qui se crée chez toi, dans ton département. Et là, j'ai vu, si vous voulez, comme à un moment donné, le ciel s'ouvre, et vous dites, bah, il y a une grosse flèche là, vous voyez? Parce que vous voyez le découpage, et vous apercevez qu'elle débute à Carpentras, vous dites, bah, tiens, ma mamie vit là, elle va jusqu'à Sceaux. Ah bah tiens, mon père était revenu vivre à Sceaux 2 ans avant. Et elle descend à côté de Villelor, là où était enterré mon grand-père. Et je me souviens de m'être dit, si sur, ça fait des années quelque part que tu caresses, mais si sur cette circonscription qui est découpée comme celle-ci, tu ne décides pas de plonger, alors dans ce cas-là, jamais tu feras de la politique, tu le regarderas toute ta vie. Et donc souvent, j'ai basculé dans des choses en disant, c'est maintenant ou jamais, tu le fais, puis tant pis, tu verras après. C'est comme ça que j'ai préparé les là. J'ai dit, je vais tenter, comme ça au moins j'aurai pas de regrets. J'ai fait Sciences Po. J'arrive au bout de 3 ans, j'en pouvais plus, j'avais envie de changer d'air. Et à un moment donné, c'était donc quasiment l'an 2000, et j'allais avoir 21 ans, et je me suis mis, je ne sais pas pourquoi, l'idée que je fêterais mes 21 ans au 21e siècle aux États-Unis. Et à l'époque, c'était pas très courant en fait de partir à l'étranger, mais après Sciences Po qui se faisait en 3 ans, il y avait une année à l'étranger possible. Et donc je candidate. Là encore, ma copine de l'époque me dit mais t'as aucune chance, il y aura des centaines de dossiers. Et effectivement, elle a raison, je ne suis pas pris. J'appelle et on me dit mais monsieur, est-ce que vous avez regardé la lettre de motivation que vous nous avez envoyée? Et je m'étais trompé, j'avais mis le brouillon et pas l'original. Me voilà tout malheureux et j'étais pourtant convaincu que je partirais aux États-Unis. Je ne savais pas comment l'expliquer, mais donc je réponds à d'autres offres et je réponds à une offre de professeur dans un collège américain. Et je suis reçu par un prof que j'ai jamais revu de ma vie, qui m'écoute et il me dit monsieur, je ne vais pas vous prendre pour le job de prof. Vous, ce qu'il faut que vous fassiez, vu votre niveau, c'est que vous partiez aux États-Unis comme élève étranger, vous reveniez faire l'ENA. J'ai écouté, moi, ça m'aurait pas dérangé, mais j'ai déposé mon dossier, je n'ai pas été pris. J'en fais mon affaire. 15 jours plus tard, on m'appelle, on me dit il y a une place qui s'est libérée. Et monsieur X, dont j'ai oublié le nom, est personnellement intervenu. Vous pouvez vraiment le remercier parce qu'il a mis tout son poids dans la balance, c'est vous qui allez partir. Juste un problème, ça coûtait très cher, même s'il prenait à moitié les frais de... Donc j'ai appelé mon père qui a été quand même très sympa parce qu'il a fait glups, mais il a dit bon ben c'est pas grave, on fera un emprunt. Et je suis parti aux États-Unis pendant donc 1 an. Et une fois que j'étais là-bas, je me suis aperçu que je pouvais transformer mon année en master, moyennant une année de plus. Donc c'est ce que j'ai fait. Et en fait, j'ai réduit ça pour des questions de coût, j'ai fait ça en 1 an et demi. Ce qui fait que je me suis retrouvé diplômé en décembre. Et cette année, coup de chance, la prépa ENA avait été décalée de septembre à décembre. Et donc elle démarrait quasiment. Donc je suis rentré et je me suis retrouvé dans ce monde froid, j'avais oublié, parce que les Américains c'est quand même très, très basket, très sympa, très souriant. Paris, les gens, je me suis aperçu que les Français faisaient la gueule, que c'était gris, enfin vraiment, j'avais l'impression un truc terrible. Mais mes amis de Sciences Po m'avaient pas oublié, ils avaient pris les cours que j'avais ratés, donc ils m'ont un peu pris en main. Et à la fin, ben, moi je suis rentré, et eux malheureusement ils sont restés à la porte. Ce
qui fait que je me suis retrouvé à l'ENA tout seul. Mais voilà, ça a été. Enfin, rentrer à l'ENA a sans doute été. Mon diplôme américain que j'ai eu avec mention et rentrer à l'ENA ont été sans doute mes deux fiertés au plan, je dirais, académique. Parce que j'avais vraiment l'impression que. J'étais vraiment allé en me disant, je tente et on verra bien quoi. C'était pour pas avoir de regrets, ouais, vraiment. La seule chose que j'ai pas aimé, c'est le manque de méthode académique. C'est-à-dire qu'en fait, on fait des rédactions, il n'y a pas d'introduction, pas de conclusion. Les gens ne savent pas organiser les idées. En revanche, c'est terriblement tolérant. Vous dites un truc, tu dis un truc, c'est génial, vas-y développe. En France, c'est comment, mais vous n'y pensez pas. C'était vraiment une différence d'approche. Et puis ensuite, j'étais avec des gens beaucoup plus âgés, du monde entier. C'est une école de relations internationales, donc il y avait une ancienne espionne soviétique, il y avait un designer ghanéen, il y avait un Bourbon Parme descendant des rois de France. Enfin, c'était, bon, pour quelqu'un qui s'appelait Julien Aubert, qui venait de Marseille, c'était vraiment un truc incroyable. Et donc, du coup, ça m'a appris beaucoup en matière d'ouverture, de changement d'analyse. C'est-à-dire qu'on analyse tout depuis la France. Moi, je m'apercevais depuis les États-Unis qu'en réalité, ben, l'enjeu européen, le fait que, effectivement, on avait quand même, on voyait bien entre Européens, on avait quand même beaucoup plus en commun qu'avec les autres continents. Et puis j'avais créé mon petit club là-bas, qui s'appelait le Club Diplomatique, où on jouait à un jeu qui s'appelle Diplomatie, qui est un jeu de stratégie. Voilà, j'avais pris mes, voilà, j'avais des roommates américains. J'ai appris à fêter Halloween déguisé dans la rue et d'autres événements dont je tairai ici les choses. Voilà, mais parce que la vie américaine, c'est rigolo, voilà. Mais, et donc voilà, et vraiment, ça a été 2 années de vraie liberté où je travaillais pour payer mes études. J'étais moniteur de centre informatique, donc j'ai appris à réparer des imprimantes, à faire réparer une photocopieuse, voilà. J'aurais pu, oui, parce qu'en fait, à la fin de l'ENA, enfin à la fin, pardon, de ces 2 ans, j'ai tenté de trouver un travail, donc j'ai tenté de rester. Je serais bien resté 5 ans, mais moi, je parle d'une Amérique que j'ai connue avant le 11 septembre 2001, qui était quand même plus insouciante. Je pense que j'aurais pu y rester. Après, il y avait des choses qui sont, bon, la qualité de nourriture, voilà, la subtilité du palais qui n'existe pas toujours. On idéalise l'Amérique, mais enfin, quand on voit une salle de cinéma aux États-Unis et l'américain moyen, on se rend compte que c'est pas exactement le français moyen quand même. Mon prof de sport m'aimait bien parce que je m'accrochais, j'arrivais péniblement à la moyenne. Moi j'étais bon en sprint, c'était la seule, vraiment c'était la seule épreuve. À l'époque j'étais filiforme, hein. Je devais faire 60 kilos pour 1,81 m. Donc j'étais rapide. En revanche, j'étais nul dans tout ce qui était sport de force, évidemment. J'avais des bras comme ça. J'étais nul en crosse parce que j'avais pas de graisse. Enfin, c'était terrible. En revanche, le sport que j'aime, moi, c'est le ski. J'en ai beaucoup pratiqué. Avec mes parents et mes amis, on partait à Pralou, qui est la station préférée des Marseillais. J'ai toujours mes attaches. Et donc, voilà. Donc, j'ai essayé aussi le tennis, mais quand on est gaucher, c'est compliqué. J'ai fait du judo, mais j'étais meilleur par terre que debout. J'ai fait de l'escrime, mais comme gaucher, c'est compliqué. Voilà, donc j'ai tenté plein de sports, mais en réalité, on va dire que les sports où je suis bon, ce ne sont pas forcément des sports très musculaires. Voilà, c'est plutôt les métiers de coordination, par exemple, faire du tir à l'arc ou du tir, par exemple, je suis assez bon. Mais dès qu'il faut de la coordination, c'est un peu plus compliqué parce que je suis gaucher. C'est pas une affaire de football, c'est une affaire de religion. Il ne peut pas y avoir d'autres équipes à Marseille. Et il n'y a pas d'autres sports à Marseille. C'est comme ça. Oui, parce qu'en réalité, il ne faut pas le voir comme un club, il faut le voir comme, je sais pas moi, sans vouloir, je vais prendre une métaphore, mais c'est l'équivalent du Vatican pour Rome, quoi. C'est un organe de la ville. La ville est une matière vivante, et le cœur de Marseille, c'est le stade du Vélodrome. Parfois même le cerveau, ce qui peut être plus compliqué, mais le cœur, c'est sûr. Et voilà, et en réalité, le stade, c'est aussi le seul endroit où
les gens se mélangent, c'est vraiment un endroit où les gens se mélangent. Et puis moi j'ai connu les belles années quand même, hein. Je me souviens de la victoire contre Milan, le Milan AC. Ça a été, on n'a peine à imaginer ce que c'était. On a peine à imaginer Bernard Tapie, on aurait pu lui faire une statue sur le Prado. Moi j'adore la fantasy, plus exactement l'heroic fantasy. Donc j'ai dévoré. D'abord, le livre qui m'a le plus marqué, c'est Bilbo le Hobbit. J'avais 10 ans, j'étais en CM1. Il y avait une caisse de livres, vous savez, à disposition, et puis je fouille et je tombe sur ce truc-là. Je le lis, je trouve ça génial. Je vais voir ma prof, je dis, mais qui est ce J.R. Tolkien? Et une chance, personne ne connaissait, mais elle me dit, mais oui, je connais. À l'époque, il n'y avait pas Internet, etc. Elle était plus jeune que la moyenne. Voilà, mais c'était totalement inconnu. J'ai dévoré George Martin, celui qui a Game of Thrones aux États-Unis. À l'époque, c'était des livres en anglais, personne ne connaissait en France. Même Rowling, aux États-Unis, Harry Potter est une littérature, n'est pas publié dans la littérature pour enfants, mais littérature pour adultes. Donc j'ai découvert ça moi comme un livre lambda. Donc je suis, je dirais, très fan de ça. J'aime beaucoup les livres historiques. Mon autre livre favori, c'est Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Euh, voilà, j'ai jamais aimé, moi, la littérature sentimentale et sirupeuse. Les conflits psychologiques, voilà. C'était je dirais les livres qui se rapprochent beaucoup trop d'une réalité fade, parce que j'ai pas envie quand je lis d'être amené à une réalité qui est encore plus fade que celle qu'on vit. Ce qui est intéressant, c'est quand c'est l'imagination qui vous emporte. Voilà. Et puis les livres politiques aussi, parce que j'en lis beaucoup. J'ai des goûts assez éclectiques. La nuit des temps, excellent. J'ai même, euh, j'ai même dormi dans la maison de Barjavel, qui se trouve, j'ai fait un anniversaire là-bas, qui se trouve du côté de la Dordogne. Il y a une maison là-bas. Et Barjavel, c'est un auteur de science-fiction qui est incroyable. D'abord, c'est très simple, et puis les mécaniques sont diaboliques dans la capacité à captiver. Comme ça, il y a des auteurs qui sont mythiques. Je pense à, euh, ça y est, je viens d'oublier, là, l'affaire, merde, mince, ça m'en viendra. Le Suisse, il y a le jeune Suisse là qui sort toujours, l'affaire Dicker, je sais plus comment ça s'appelle, l'affaire Harry Dicker, ou je sais plus comment ça s'appelle. Je suis très mauvais en fait pour les titres de livres. Voilà. Bon, enfin, bon, j'y reviendrai. Je viens pas d'une famille très musique, mes parents n'en écoutaient pas, donc je me suis fait mon éducation musicale un peu tout seul. D'abord avec la collection Au cœur du classique, qui était une collection, vous savez, tu sais, on achetait les DVD, je les ai tous achetés, ce qui fait que j'ai découvert Brahms et Bach tout seul. J'ai une passion j'aime beaucoup Mozart et Vivaldi. Et ensuite en musique contemporaine, moi ce que j'aime c'est la musique pop, c'est vraiment les années 70-80, des choses qui sont musicalement pas très élaborées, mais qui sont entraînants. Vraiment ce qu'on appelle la musique populaire, la musique de discothèque, voilà. Je n'aime pas du tout le Airbnb, les nouvelles musiques rap, etc. C'est pas mon. À part peut-être quand il y avait MC Solar, je trouvais qu'il y avait une forme de poésie, mais c'est. Voilà, pour moi, la musique, c'est pas seulement un. C'est comme je dirais, là, dans la peinture. Euh, des fois, les gens oublient que. Ils vous disent, non, mais l'art, ça va pas être beau, vous comprenez, il y a ce concept, etc. Moi, j'estime que si vous ne créez pas un élan d'affection, parce que c'est beau, parce que ça attire votre regard, alors dans ce cas-là, ça a beau être extrêmement intelligent, pour moi, ça ne me parle pas, donc c'est pas de l'art. Et ben là, c'est pareil, il faut que la musique me plaise. Après, aux États-Unis, j'ai découvert la country, voilà. Et puis, effectivement, j'ai eu une petite vague rock. Voilà, parce que ça passait, mais en fait, le problème, c'est que ça passait. D'abord, j'ai mis du temps à adapter mon oreille à la musique américaine, mais je serais bien en peine de ressortir, parce que j'ai une espèce de musique qui passait de chaîne, donc qui passait des fois des airs, mais alors d'auteurs qu'on connaissait pas. Enfin, c'est- donc, du coup, voilà, j'ai des trous aussi dans ma connaissance, je pense, musicale. Je suis pas un homme à concert. J'en ai fait quelques-uns.
Mais pour le coup, vraiment très peu. J'ai fait... comment il s'appelle? C'est terrible de ne pas se souvenir des noms. Il est très connu en plus. Oh là là, c'est terrible. Je chante un truc, je peux t'aider. On coupera, t'inquiète. Hein. Non, mais il est... En plus, il est... Il est vivant, il est mort. Non, il est vivant. Il a des espèces de yeux assez marqués. Maintenant, il est un peu grossi. Il doit être britannique. Euh, Il est. euh, je Michael suis... John. Non, 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 plus jeune. Waouh. Eh oui, mais Qui ça est va être dur, hein. grossi. Ça va être dur. Il est britannique, qui est un peu grossi. Oui, oui, Elton oui. John. Ah, en plus, il a un nom qui Il est ressemble à... blanc. Hein, il est blanc. Euh, C'est fou, ça m'énerve. Il suffit de me demander un truc pour que j'oublie le nom du mec. Oh, mais ça, Et c'est après, je vais m'en rappeler. encore plus jeune, tu vas voir, quand tu auras mon âge. Non, mais c'est nul Mais non, t'inquiète. de pas se rappeler. En plus, je l'ai dans ma Là, playlist. tu le vois là. Ah, Je vois sa tête. ouais. Je vois sa tête avec ses gros sourcils. Il ressemble à un chat. Oh, putain, il me fait des trucs, ça. Il ressemble à un chat en termes Un chat blanc qui a grossi, qui a... Il doit avoir 50 ans aujourd'hui. C'est un mec à minette. Un mec à minette. Ah oui, oui, je vois qui c'est. Qui croit aux ovnis. Je sais pas Si, qui- Robin. Oui, c'est ça. Pas Robbie Williams. Robin Williams. Robin. C'est ça. Robbie Williams. Voilà. Voilà. Fort. Bravo. Là, je suis impressionné. Et je me souvenais que le nom ressemblait à quelqu'un d'autre. Mais sans pouvoir dire c'était lui, Robbie Williams. On peut la refaire. Donc j'ai fait un concert, Robbie Williams, pour escorter des copines à moi aux États-Unis. J'ai eu un grand moment de solitude. 85% de filles. C'est pas mal, hein. Mais enfin, moi, j'étais pas trop moins dans le truc. Et en fait, les gens pour lesquels j'aurais aimé aller à un concert ont arrêté de chanter. C'est-à-dire que je pense, moi, j'aurais bien aimé Michel Sardou, par exemple. Ça vous montre, voilà, c'est un peu le décalage. Mais sinon, non, en concert, j'ai fait des concerts classiques, mais je suis de manière générale pas un très grand fan en fait des choses où on reste assis. Voilà, j'ai fait quelques opéras évidemment, mais en concert, non, très peu. En fait, je n'apprécie pas, je crois, les, les événements trop collectifs. J'ai du mal à être une molécule au milieu de 100 000, 50 000 ou 30 000 ou 1000 personnes qui scandent quelque chose. C'est très rétif à ma... C'est pas ma manière en fait pour moi de profiter du moment. Par exemple, j'aime pas les stades. Oui, j'aime pas l'idée de qu'on m'impose. D'abord, je suis bloqué à un endroit et il y a une espèce d'obligation d'être dans le collectif par rapport aux émotions reçues, ce qui m'empêche en réalité de trouver la manière dont moi j'ai envie de fêter. Et je suis pas un démonstratif. Voilà. Je vais jamais. Il y a des gens qui sont capables de se mettre torse nu pour quelqu'un, de se faire graver son nom. C'est pas du tout. Il y a des gens qui ont des idoles. Moi, j'ai rarement atteint ça, quoi. Au pire, j'aime beaucoup, mais voilà. Oui, mais j'aimerais bien être fanatique. Moi, j'ai un copain, il adorait Goldman, par exemple. C'était son rêve, rencontrer Goldman. Moi, je ne sais pas si rencontrer ses idoles est un... Ah, en politique, éventuellement. Voilà, j'étais content de rencontrer des gens que j'admirais, mais je ne sais pas si je dirais idole. Voilà. Enfin, par contre, pour le coup, je suis un gros, gros, gros cinéphile. Donc, dans les années 80, 90, 2000, j'ai une culture cinématographique. J'ai dû aller voir à peu près tous les films qui passaient, les bons films. Et après, bah, aujourd'hui, alors, le confinement a eu du bon, c'est que j'ai dû quand même pas mal vider à peu près toutes les séries qui existaient. Donc oui, j'en ai fait plein. Hein. Pour le coup, donc, qu'est-ce que tu veux savoir, les séries qui me plaisent ou les films qui me plaisent? Dans les films qui m'ont marqué quand j'étais jeune, il y a Le Cercle des Poètes Disparus. C'est pour moi l'un des plus beaux films parce que il m'a fait pleurer. Voilà. Euh, Dans les séries récentes, évidemment, ben, on a parlé des Game of Thrones, mais
Qu'est-ce que j'ai aimé en série il y a The Witcher, le sorceleur qui est sorti, qui est pas mal. J'ai adoré La Casa des Papel. Bon. Enfin, je pense que comme beaucoup de gens dans les séries Netflix, c'est à peu près celles qui plaisent. Breaking Bad, les 3 premières saisons. Après, j'ai trouvé que ça perdait en force. Je préfère The Good Wife, l'histoire d'une avocate mariée à un procureur qui est entaché d'un scandale. J'avais trouvé excellente. Desperate Housewives, qui est pour moi, sans doute, l'une des meilleures séries récentes. Puis avant, il y avait Friends, il y avait... Mais je dirais que le produit série a quand même beaucoup changé en 10-15 ans dans la manière de les faire. En français, en France, il y a, je crois que c'est 10% le nom, ou 5% c'est l'histoire dans la com, série française, excellente également. Donc on a des choses. Et puis en film c'est toujours de la difficulté, c'est que j'en ai vu des centaines. Et évidemment, voilà, je sais que, à part le sac des poètes disparus, j'essaie de me rappeler. Si, il y a l'histoire sans fin, quand j'étais enfant. Ça m'a beaucoup marqué. Mais vous savez, on ne sait pas pourquoi, à un moment donné, il y a une espèce de tilt qui se fait avec un film. Le Joker de Batman, voilà. Je ne cuisine pas. Enfin si, je sais faire cuire un steak, mais c'est pas cuisiner. Mon plat préféré, c'est l'ossobuco. Sans, je dirais sans ça. Donc ça, c'est toute culture confondue. Et puis, dans la région, moi, ce que j'adore, c'est l'agneau. L'agneau de Sisteron, ou agneau de Sceaux. C'est pour moi le must. Alors, il y a un endroit où je me détends particulièrement, c'est Pralou. Parce qu'en réalité, comme j'y vais depuis l'âge de 3 ans, chaque pierre est liée à un souvenir. Et puis ensuite, on est un peu loin, je dirais. Avant, par exemple, Sceaux me faisait cet effet-là. Maintenant que c'est devenu mon bureau, ça me fait plus cet effet-là. Parce que c'est devenu, en fait, c'est pour moi un lieu de travail. Donc, quelque part, au bout d'un moment, ben, il y a une espèce de superposition. Il y a un autre endroit au monde que je trouve fantastique, c'est la baie de Santorin. Pour moi, quelque chose qui approche le paradis, c'est le coucher de soleil sur la caldeira à Santorin. Euh, voilà. Ma définition de la politique, pour moi, c'est de s'intéresser à la destinée collective d'une communauté et faire des choix qui sont forcément des choix perpétuellement moraux ou voire tragiques, parce qu'ils se heurtent aux intérêts individuels des uns et des autres. Et donc arriver à deviner au sein je dirais, de toutes les demandes et revendications, quel est le chemin qui permet d'aboutir à l'intérêt général. Et ça, c'est compliqué parce que, en réalité, l'intérêt général, il procède pas tant d'une analyse à froid, mais il y a quand même une forme d'instinct et aussi parfois de projection sur ce que peut être l'avenir. Quelque chose qui peut sembler être d'intérêt général à un instant T, si on a une vision dynamique de l'histoire, on peut dire mais en fait c'est dépassé et l'intérêt général dans 10 ans, ce sera ça. Donc il vaut mieux viser ça. Oui, c'est-à-dire que c'est toute la difficulté en réalité de la démocratie représentative, c'est que aucun être humain ne pense identiquement à l'autre. Donc il y a toujours une forme d'approximation et donc une forme d'abandon de la part de celui qui vote, puisqu'il dit j'accepte en toute conscience de laisser quelqu'un qui ne pense pas forcément totalement comme moi le soin de décider pour moi. En soi, c'est une forme de modestie. Parce que quelque part, vous dites, bah, le mec qu'on va mettre sur le pavois, je considère qu'il est plus compétent que moi, plus instruit, plus expérimenté. Enfin, en tout cas, il a quelque chose que je n'ai pas. Ce qui n'est pas, je dirais, le premier réflexe. On a toujours tendance plutôt à penser qu'on va être meilleur que les autres. D'où cette espèce d'insatisfaction permanente en disant je l'ai mis sur le pavois la veille, mais est-ce que je ne devrais pas le faire trébucher de maintenant parce que voilà. Donc il y a cette espèce de relation amour-haine avec les politiques. Et puis ensuite, on est dans des sociétés très consuméristes où on fonctionne en avantage-inconvénient, intérêt.
Et donc les gens disent, bon ben voilà, ça m'a coûté ça, qu'est-ce que j'y gagne moi? Et donc dès que vous traduisez le vote en intérêt individuel et financier, il n'y a plus rien parce que de toute façon, l'intérêt général, des fois, ça peut être de vous donner systématiquement tort. Oui, après je ne sais pas s'il faut faire des synthèses. C'est-à-dire que d'abord on est confronté à des problèmes globaux qui fait que ceux qui vont choisir les représentants ne sont pas forcément ceux qui vont payer les décisions de ceux qu'ils ont choisis. Par exemple, les Chinois vont choisir des leaders, choisir entre guillemets, et peut-être que les conséquences, elles vont se faire sentir au Vanuatu ou en Papouasie, et c'est eux qui paieront les frais du réchauffement climatique. Et puis deuxièmement, parce qu'il y a cette insatisfaction par rapport au mode de représentation, de délégation, qui fait qu'on aspire à une démocratie directe, qui est en réalité un mythe. Il suffit de mettre 20 personnes dans une salle pour s'apercevoir qu'à 20, on ne décide de rien. Voilà, c'est comme ça. On peut le regretter. Vous avez toujours des idéalistes qui disent que ce serait mieux, mais enfin, les communistes, ils sont essayés, ils n'y sont pas arrivés. Et puis ensuite, il y a la manière dont on conçoit l'écologie. Certains ne veulent pas concevoir l'écologie comme la possibilité de vivre ensemble ou de vivre avec la nature. Ils essayent de théoriser une nature qui serait sans l'homme. C'est-à-dire où l'homme est le problème et donc où en fait il s'agit de limiter l'action de l'homme, voire de l'éliminer. Hein. C'est tous les gens qui vous expliquent que finalement il faut arrêter de faire des enfants, c'est ce qui sauvera la planète, hein. Donc un grand suicide démographique. Et ça, c'est une vision qui ne peut finalement pas prospérer parce que ce qu'on essaye de sauver, l'homme fait partie du monde, de la nature. Il en est un régulateur et un acteur essentiel. Donc il ne faut pas se tromper de combat. On cherche à sauver la planète pour permettre à l'homme de s'y développer. On ne cherche pas à sauver la planète en tant que telle. Rassurez-vous, messieurs, dames. Si l'homme disparaît, la planète survivra. Hein. Si demain il y a trop d'émissions de gaz carbonique et les mers s'élèvent de 15 mètres, nous, on ne sera plus là. Mais après, rassurez-vous, les dinosaures ont disparu, la nature est toujours là. La nature n'a pas besoin de nous pour la défendre. Elle est d'ailleurs cruelle, la nature. Tous les gens qui ont une vision totalement irénique de la nature se trompent. L'argument démographique, il est à manier avec précaution pour deux raisons. D'abord, si on mettait toute la population mondiale avec je dirais, un taux de densité normal au kilomètre carré, j'avais vu les choses, on occuperait 3 ou 4 États américains. Ce qui peut sembler bizarroïde, mais je dirais, il y a des zones où en fait il y a une énorme concentration d'humains et des zones où il y a un humain tous les 1000 km². Donc j'avais vu d'abord des projections comme ceci. Et puis deuxièmement, la notion de limite est une notion qui est combattue par certains qui vous expliquent que le végétal, par définition, n'a pas de limite, puisque vous plantez, ça se développe, et donc il critique la notion de bornes contre lesquelles on viendrait je dirais, buter. Donc, après, à mon avis, il y a quand même des limites à un moment donné, mais je dirais que dans tout espace, de toute façon, une surpopulation finit par aboutir à une concurrence pour les ressources. Donc il y a une possibilité, c'est d'augmenter les ressources. Il y a une possibilité qui est de baisser effectivement la population. Simplement, on se heurte là au libre arbitre. Des fois, il y a des gens qui me disent, mais alors, en France, il faudrait qu'on réduise la population. Très bien, imaginons que je sois d'accord avec vous. Donc vous allez aller expliquer aux femmes qu'elles ont droit à un enfant par couple. Et vous faites quoi alors pour celle qui fait un deuxième? Qui ira expliquer enfin, en quoi ça peut être compatible avec tout un courant de pensée qui disent mais l'égalité homme-femme, les droits des femmes, la maîtrise du corps. Et donc après avoir fait 30 ou 40 ans comme ça, vous allez maintenant expliquer à des femmes qu'on va faire comme dans les pays communistes? Vous irez expliquer à la mienne, hein, parce que je suis pas certain qu'elle sera d'accord si vous parlez à un moment donné de faire des vasectomies. Enfin moi en tout cas, si une vasectomie, je suis contre. Bon. Et donc c'est là où on bute sur la manière. Donc il y a des choses qu'on peut souhaiter et qui n'arriveront pas pour des raisons humaines. Et de toute façon, vous aurez des autorégulations. C'est-à-dire que je crois que si vous avez des écosystèmes qui s'effondrent, ben vous allez effectivement avoir des famines, etc., qui vont réduire la population. Comme dans les animaux, hein, quand vous avez une surpopulation, à un moment donné, se produit un phénomène de moindre accès aux ressources qui fait que les plus faibles eh bien, disparaissent. Et donc, c'est pas très beau à voir, c'est darwinien, mais enfin, c'est ce qui risque de nous arriver si effectivement on a une population qui grandit. Maintenant,
Attention quand même, on voit qu'il y a des courbes de transition démographique, et le dernier pays à ne pas avoir terminé, le dernier continent, c'est l'Afrique. A priori, plus il va s'urbaniser, plus il va se moderniser, et plus cette population qui accédera aux produits de consommation dira d'elle-même, je ne fais pas d'enfants parce que je souhaite garder plus de pouvoir d'achat. Donc je ne sais pas dans quelle mesure il faut absolument s'affoler. Il y a 40 ans, il y avait des experts qui expliquaient qu'en 1990, les villes seraient désertées par les habitants ou qu'il y aurait une glaciation. Bon, donc il faut faire attention aussi aux prophètes de collapsologie. Oui, parce qu'en réalité, bon, après, d'abord c'est une question d'éducation, de connaissance, et puis à partir du moment où euh, avoir des enfants vous appauvrit plutôt qu'il vous enrichit, les gens font un calcul différent. Pourquoi l'Africain fait 10 enfants? Ben parce que il vaut mieux avoir 10 enfants qui vont effectivement vous aider à travailler la terre, vous aider à nourrir, donc du coup c'est intéressant d'avoir des enfants. Pourquoi l'Occidental n'en fait pas? Parce que chaque enfant vous coûte une place à la gare, une place en avion, une place en crèche, donc vous dites, ben là on va en garder un peu pour nous. Puis c'est compliqué aussi, quand papa et maman travaillent, d'avoir deux ou trois enfants, hein. On sait grosso modo, mais on a tellement complexifié les choses parce qu'on a perdu de vue les principes de base. Il faut toujours revenir aux principes de base. Et comme c'est compliqué de faire un Big Bang, on ajoute de la tubulure à de la tubulure. Euh, le principe de base, c'est que chaque citoyen paye une somme proportionnelle à ses revenus pour financer les charges communes, exactement comme dans un syndic d'immeubles. Et à côté de ça, chaque citoyen peut s'assurer contre des risques. Et cette solidarité horizontale permet que lorsque vous avez un accident de travail ou si tu tombes au chômage, eh bien on te prenne en charge. Avec le temps et avec les problèmes démographiques, on a voulu, je dirais, permettre à des gens qui ne travaillaient pas ou qui n'avaient pas de travail d'avoir quand même cette protection. C'est par exemple la CMU. Et donc on l'a fait financer par l'État. Donc au fur et à mesure, on a eu une intrication de plus en plus croisée entre le budget de l'État, qui est un budget donc partagé entre les citoyens, donc c'est la citoyenneté qui fonde l'appartenance à l'impôt, et de l'autre, la sécurité sociale, où c'est le travailleur. Mais le travailleur, il est parfois pas un citoyen. Il y a des travailleurs qui ne sont pas citoyens, l'immigré qui cotise, et puis il y a des citoyens qui ne sont pas travailleurs, ça s'appelle le chômeur. Bon. Donc, évidemment, ensuite, on a essayé de mettre de la justice, en expliquant qu'il fallait que les riches payent plus et que les pauvres aient également plus de prestations de l'autre côté. Sauf qu'en faisant ça, ben, d'abord, il y a des gens qui sont partis en disant ben, finalement, moi je paye beaucoup, je n'ai rien. Et puis ben, forcément, on a un déséquilibre, un déséquilibre, un déséquilibre, ce qui oblige à comprimer de plus en plus ceux qui ne peuvent pas partir, qui sont les classes moyennes. Et aujourd'hui, eh ben, on a un système extrêmement complexe. On essaye de trouver des bouts d'argent. Et alors, en plus, on a un choc terrible économique avec la crise du Covid, qui rend tout ceci à la fois inefficace, inefficient et illisible. Et je ne parle même pas des collectivités locales où elles ne peuvent plus lever l'impôt et on leur donne des subventions. Enfin, du coup, la question de la responsabilité, c'est-à-dire qu'est-ce que je donne, qui décide et qu'est-ce qu'il fait avec mon argent, elle est très brouillée. Et donc les gens ne voient pas ça. En revanche, ils voient que ils sont imposés très fortement, leurs voisins ne l'est pas. Eux, ils n'ont pas droit à une place en crèche, leur voisin y a droit. Lui, il va se lever, l'autre ne se lève pas. Et ils disent, il y a donc une injustice. Donc derrière, il y a le sujet de l'égalité et le sujet de la justice. Oui, mais après, il faut faire attention parce que la dette en elle-même n'est pas bonne ou mauvaise. Euh, si demain tu t'endettes pour construire un grand cinéma qui te permettra de passer la catégorie au-dessus, c'est un bon investissement. Si tu t'endettes pour payer ton loyer, c'est un mauvais investissement. Le problème de la France, c'est qu'elle s'endette pour payer son loyer et pas pour investir. Deuxièmement, il faut voir aussi que mon fils est né dans un monde où on va lui payer l'école, ensuite l'université, et que le coût pour le contribuable est bien supérieur. Attirer un enfant jusqu'au bac, c'est 100 000 euros. La collectivité met 100 000 euros sur la table pour que mon fils se bachelier. Et elle mettra sans doute le double, voire le triple en fonction des études qu'elle fait. Ça, c'est pour le seul coût éducatif. Et je ne parle pas du coût social. Voilà. Donc on ne se rend pas compte, en réalité, que de la chance qu'il faut mettre en face.
Après, ce fardeau de la dette, il est là. Maintenant, la difficulté, c'est qu'on a essayé de le réduire en l'abordant d'un simple point de vue comptable. Quand une entreprise est en déficit chronique, on peut dire, bah, le sujet, c'est par exemple d'économiser sur les pots de crayon ou de pas refaire la peinture. Mais si à la base votre produit est mauvais, c'est-à-dire que vous ne le vendez pas, bah, vous pourrez faire, oui, bah, au bout d'un moment, vous n'aurez plus de peinture au mur et pas de crayon, mais votre produit sera toujours mauvais. Et notre problème aujourd'hui, il n'est pas tant, je dirais, d'avoir des mauvais fonctionnaires ou trop de fonctionnaires. Évidemment, il y en a sans doute trop, mais trop en tout cas dans certains endroits, parce que pas toujours. Mais notre problème essentiel, il est que nous n'avons pas de croissance. Demain, investissez dans l'avenir et vous avez une croissance à 5 points, ben, votre problème de la dette, il est résolu. Parce que tous les ans, vous rembourserez. Donc c'est une question de tendance, en fait. Elle n'est pas facile à lever parce que on s'est trompé d'objectif. Dans les années 90, la croyance a été de dire, de toute façon, l'industrialisation c'est terminé, on va vers une économie de service. Sans comprendre que l'économie de service, elle ne crée pas d'emploi. Ce qui structure des solidarités collectives, ce qui structure des territoires, c'est l'industrie. Et donc on a désindustrialisé. Aujourd'hui, il faudrait réindustrialiser, mais peut-être pas réindustrialiser sur le mazout ou le charbon. Réindustrialiser sur ce que sera l'industrie en 2030 ou 2040. Pour qu'en 2030 ou en 2040, nous ayons les emplois qui vont avec. Il est là le sujet. Et ensuite, il est de se demander comment est-ce qu'on y arrive. Ben, ça suppose que la France, si elle a envie de créer la Silicon Valley des nanotechnologies à Carpentras, elle puisse, un, le faire financièrement, et deux, qu'il n'y ait pas quelqu'un au-dessus de son épaule qui dise ah non, vous n'avez pas le droit pour des raisons de liberté, du droit de la concurrence. Non, il y a évidemment le sujet du plafonnement, mais il y a une réflexion globale à avoir en réalité. C'est de faire comprendre aux Français que c'est un équilibre. Voilà. Si on réduit massivement, comme certains le demandent, ça veut dire que de l'autre côté, on va tailler. Donc il y a évidemment un problème démocratique, parce qu'il y a des gens qui ne payent pas, qui eux votent aussi. C'est toute la subtilité de ce que je disais au début. Celui qui, depuis 15 ans, vit d'allocations sociales, il n'a pas du tout envie qu'on coupe dans ses allocations. Il n'a pas envie d'être au travail, il n'a pas envie de... Mais non, parce que depuis 15 ans, puis d'abord, il est peut-être inemployable, ça fait 15 ans qu'il n'a plus travaillé. Donc il est là le sujet. Donc moi, je ne crois pas au basculement du jour au lendemain. Je crois qu'il vaudrait mieux avoir quelque chose qui prenne peut-être 10 ans, mais qui soit systématique. C'est-à-dire que tous les ans, les impôts baissent de 2%. Ce qui fait qu'au bout de 10 ans, ils ont baissé de 20%. On le verra peut-être moins d'une année sur l'autre, mais au bout de 5 ans, on commence à avoir les effets. Et de l'autre côté, l'allocation, ben, on va la plafonner, parce qu'on ne va pas la faire baisser. Mais on va peut-être augmenter les salaires, ce qui fait que les gens qui travaillent... Et cet équilibre, en réalité, dépenses-recettes, ben, il faudrait peut-être le faire valider par référendum, en disant aux Français, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez un État-providence très élevé, avec dans ce cas-là, ben, ça veut dire un taux d'imposition de moyen de 30 ou 40%. Est-ce que vous voulez 20? Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on ne peut plus faire ça, ça et ça. Ou est-ce que vous voulez vraiment très bas? Taux d'imposition minimal. Mais alors attention, hein. Demain, si vous êtes au chômage ou vous avez un accident du travail, c'est pour vous. Bon. Moi, je maintiens qu'une civilisation, elle se grandit par la manière dont elle vient au secours de ceux qui sont les plus faibles. En revanche, il faut lutter contre ceux qui ne sont pas faibles et qui disent, bah écoutez, c'est bien pratique, je vais rester chez moi. Oui, alors il faut voir qu'il y a la théorie et puis il y a la pratique. Toute idée a poussée à son extrême, à son défaut. Demain, j'oblige les gens à voter, donc je mets une amende si tu ne vas pas voter. Je vais avoir des gens très mécontents qui vont aller voter aussi. Je vais aussi avoir des gens, je n'avais pas forcément envie qu'ils votent. Parce que si je veux réformer demain mon pays, il y a des types qui ne s'intéressent pas énormément, mais qui travaillent pas, qui votent pas. Ceux-là, si on les oblige à voter, je ne suis pas certain qu'ils aillent voter dans ton sens. Si demain je veux changer le système. Troisièmement, alors ça, c'est la grande habileté du diable, c'est de toujours avoir fait penser qu'il n'existe pas. On a aujourd'hui un vrai problème démocratique. C'est que les gens, on est arrivé à les convaincre que la démocratie ne sert à rien. Et donc, du coup, ils vont plus voter. Et moins ils vont voter, plus leurs problèmes persistent et perdurent, et ils s'aggraveront. Parce que la seule manière de changer le système, c'est d'élire quelqu'un qui soit véritablement décidé et qui ait la légitimité pour
changer les choses. Le pouvoir de Gaulle, il n'était pas électoral. Il tenait sa légitimité de l'histoire. C'est ce qui lui a permis en réalité de faire battre en recul tous les pouvoirs intermédiaires qui le menaçaient. Aujourd'hui, un président de la République, même investi par l'onction du suffrage universel, n'a pas la même force. En tout cas, sa force disparaît au bout de 6 mois. Hein. Donc, il faut trouver la bonne personne. Mais je ne suis pas certain qu'il y a en réalité un divorce entre, de mon point de vue, une partie des élites et les classes populaires. Parce que, quelque part, ce que pense, on va dire, une partie des élites, qui sont devenues un peu apatrides, moins préoccupés par l'avenir de leur pays que par leur propre avenir, c'est de dire finalement, nous, on est les sachants, on sait, on a fait les études, etc. Mais finalement, notre vote vaut la même chose que le type du bar du coin, qui vote n'importe comment. On serait quand même mieux si c'est nous qui décidions, parce que nous, on a trouvé la bonne politique raisonnable. Sans comprendre que la bonne politique raisonnable, c'est une politique qui leur va à eux. C'est sûr que, par exemple, quand on ouvre les frontières et que du coup, eux, ça leur permet d'acheter du bœuf venu du Canada, ils trouvent ça génial. En revanche, ils ne voient pas que l'ouvrier du textile qui a disparu dans les Vosges, lui, il est beaucoup moins bien. L'objet du politique, c'est pas de faire plaisir uniquement à celui qui mange du bœuf du Canada. C'est celui de savoir entre celui qui va pouvoir manger du bœuf du Canada et celui qui va perdre son job dans le textile dans les Vosges, où est l'intérêt général. Et donc, il est là la chose. Et donc, il y a aussi un intérêt objectif d'une partie de ces gens de dire, mais c'est pas si mal finalement que les gens votent pas. D'ailleurs, quand ça vote protestataire, bon ben on sort l'épouvantail et on dit ben, c'est mal. On fait peur aux gens. Moi, c'est ce que je reproche. Et en même temps, quand on est je dirais dans la position qui est la mienne, où on souhaite défendre les gens contre, entre guillemets, les élites que j'ai intégrées, on n'a pas non plus la confiance totale du peuple, qui dit oui, non, mais lui, quand même, c'est un énarque, hein. Il est comme les autres, qu'est-ce qu'il nous prépare, etc. Et de toute façon, ils sont tous pourris. Mais dites-vous bien que le premier plaisir qu'aurait, on va dire, le camp du bien, c'est que des gens comme moi disparaissent. Le jour où il n'y a plus de gens qui sont capables de les challenger intellectuellement pour défendre la majorité silencieuse, bah, tout ira bien. Enfin, tout ira bien jusqu'au jour où il y aura, à mon avis, un retour de manivelle. Moi, je préférais que le retour de manivelle ait lieu démocratiquement. Mais c'est ce qu'on a fait. C'est comme ça qu'on a développé le parc nucléaire français. C'est ce qui nous a permis de diminuer l'intensité du PIB en pétrolière par deux en 25 ans. C'est-à-dire que pour un point de PIB, on consomme 2 fois moins de pétrole. Donc c'est possible.